Alors, je cède maintenant la parole au député de Lotbinière-Frontenac. Monsieur le député. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc, ça me fait plaisir aujourd'hui d'intervenir sur le projet de loi 52, intitulé donc « Loi concernant les soins de fin de vie ». Monsieur le Président, je viens de Thetford-Mines, d'Isbrotten, Naze-Broughton. Donc, j'ai eu comme carrière, j'étais un infirmier en psychiatrie pendant de nombreuses années pour devenir par la suite, non pas médecin, parce que j'ai retrouvé ces listes d'attente, mais plus, j'ai fait un parcours plutôt juridique pour devenir notaire. Donc, pendant près d'une dizaine d'années, j'ai signé beaucoup d'actes, de mandats d'inaptitude, de testaments, suivi des familles, fait de la planification testamentaire. Mais ça m'a gardé quand même proche d'un parcours de la famille. J'adresserai la question sur ma position sur l'adoption de principes dans un parcours de vie, Monsieur le Président. J'ai pris au sérieux le projet de loi déposé par la ministre responsable, autant comme juriste, comme individu, comme député du comté de Lotbinière-Frontenac. J'ai fait mes devoirs. J'ai, à ce moment-là, pris les documents bien présentés par la ministre. J'ai fait une consultation publique en ligne avec une documentation que j'ai fournie à différents groupes. J'ai interpellé des groupes autant dans le comté de Frontenac que dans le comté de Lotbinière. J'ai partagé cette information. J'ai eu de la rétroaction. J'ai fait une démarche particulière auprès du centre de santé, donc de la région de Thetford. J'ai donc rencontré à cette étape-là le chef d'unité de médecine des soins palliatifs, la directrice adjointe à la direction du programme des pertes d'autonomie liées au vieillissement, chef d'unité, chef du programme de perte d'autonomie liée au vieillissement, les infirmières de soins à domicile, travailleuses sociales, infirmières pivot en oncologie, conseillère chef programme soins à domicile, intervenant en soins spirituels, ainsi qu'un médecin responsable des soins palliatifs. D'entrée de jeu, j'ai pris la peine de lire le document qui nous amène ici aujourd'hui après une large consultation faite par les collègues de l'Assemblée nationale, déposée ici. Lorsqu'on lit et qu'on fait le parcours à travers la vie, parce que c'est la vie, Monsieur le Président, c'est-à-dire on naît, on grandit, on fait une famille, on fait des choix professionnels, des choix de vie. Et dans notre parcours de vouloir vivre, limité dans le temps, sur un espace d'environ 100 ans, il arrive que la maladie s'installe. Et dans la maladie, on peut choisir son médecin, on ne peut pas choisir sa maladie. On peut choisir ses traitements, on peut accepter les traitements, on peut refuser des traitements, ce qui est l'ordre de ce qu'on va entreprendre tout à l'heure. On n'a pas beaucoup parlé dans la vie de refus de traitement. On peut donc dire, devant une certaine maladie, on peut être dans les conditions placées aujourd'hui, une maladie grave, incurable. On peut aussi donc choisir de refuser des traitements, de la chimiothérapie, de l'alimentation, on peut de l'hydratation. Donc, on peut refuser ces traitements-là et en faire en sorte que la maladie va nous emmener donc vers la fin de la vie, mais avec des souffrances, des douleurs, etc., donc tel que prévu. Donc, c'est pour ça que la médecine est venue au fil des années, donc a évolué, a trouvé des solutions à des problèmes qui existaient. On prolonge la vie maintenant, on sait. Et j'ai rencontré en général, dans ma vie comme tout autre, des gens qui veulent vivre. Partons du principe qu'ils veulent vivre et ils choisissent le choix de la vie. Dans leur parcours de vie, lorsqu'ils seront confrontés à leur maladie, lorsque l'ensemble des maladies qu'on peut appeler pour souvent, donc quand on est le cancer, quand on ne réussit pas à le combattre, il se peut que dans notre parcours, on ait à prendre des décisions plus difficiles, Monsieur le Président, devant ce combat inégal qu'est la maladie contre le corps humain. J'en arrive à ce moment-là, parce que c'est ça que le projet de loi nous place devant ce choix-là. Ce n'est pas pour quelqu'un qui est handicapé à la maison. Ce n'est pas pour quelqu'un qui est né à la naissance avec avec un handicap, avec une malformation physique, etc. Donc, ce n'est pas fait pour des enfants. On parle d'adultes consentants à une étape de leur vie déterminante, occasionnée par la maladie qui déclenche une série de décisions à prendre comme être humain. En lisant le document de consultation bien fait, tous adhèrent aux choses suivantes. Quand tu as la maladie, quand tu vis de la chimiothérapie, de la prise de médicaments importants, des traitements,
je comprends le document qui dit, écoutez, on ne veut pas se retrouver sa civière dans le passage à l'urgence. Le projet de loi, c'est pas ça qui règle. On ne veut pas avoir à raconter notre histoire quand on passe de l'Hôtel-Dieu de Lévis à l'hôpital général de Thetford, sachant qu'on est déjà un patient traité à Lévis en soins palliatifs, et raconter notre nouvelle histoire parce que je suis arrivé dans un changement de corps de service à Thetford, en expliquant à la population, au personnel soignant, écoutez, là, il est dû pour recevoir son médicament, son traitement. Voici les pilules qu'il reçoit. Je ne changerai pas toutes les pilules. C'est ceux-là qu'il prend. Il est dû pour le recevoir. Je ne veux pas qu'il souffre, etc. Ça, le day-to-day, je pense que le document a bien présenté. Puis quand je rencontre la population, dans mes groupes, les focus groups, ils sont tous d'accord avec ça. Ils ne veulent pas qu'on se retrouve encore dans le corridor. Ils veulent que les deux organisations se soient parlées, puis que si elle est en phase terminale, qu'elle se retrouve pas à domicile, mais dans cet établissement-là, ils veulent qu'elle occupe la place appropriée, c'est-à-dire la salle des soins palliatifs qui a été bâtie au fil du temps à coût de subventions et de contributions personnelles, contributions du public. Puis on veut que la famille qui soit là, comprenne puis accompagne la personne qui vit une phase, donc, plus difficile. Et on veut surtout que tout le personnel qui l'accompagne soit formé dans cette compréhension-là. Les soins palliatifs, je n'ai pas trouvé encore personne qui est contre. Donc, le but de ça, c'est identifier les craintes, les douleurs et les peurs, être capable de leur donner assistance morale, matérielle, pour qu'on puisse suppléer à cette douleur, cette détresse-là, vers un horizon connu, qui est l'horizon de la fin de vie. Et quand on travaille puis qu'on voit, donc au fil des années, il y a eu l'hôpital, oui, il y a eu la médecine qui a évolué pour remplacer des cœurs, des têtes, des jambes, des bras, d'enlever une partie pour faire en sorte que la vie persiste, parce que les gens veulent vivre. Il y a eu des établissements comme Michel Sarrazin qui ont formé du monde en disant il y a une compréhension à avoir, il y a des soins à donner différemment lorsqu'on veut accompagner quelqu'un vers la terminaison de sa vie. Basé là-dessus, le projet de loi prend une partie du travail qui avait été fait par le groupe de consultation. Tout le monde est d'accord, je tiens à le mentionner, sur le fait qu'il y ait plus de soins palliatifs. Puis en général, on peut s'apercevoir que du domicile à la maison de transition à l'hôpital, c'est pas égal. On ne recevra pas les mêmes services. On n'est pas à ce niveau de préparation-là. Tous souhaitent d'avoir à choisir, M. le Président, d'avoir une option de si je veux vivre à domicile et terminer ma vie, je veux que le personnel qui viendra m'encadrer avec la formation de la famille puisse me permettre de vivre le mieux possible cette terminaison-là. Si je suis dans une maison de transition, Michel Sarrazin, exemple, ils sont très bien formés pour ça. Quand j'arrive à l'hôpital, c'est moins évident. Donc, même en rencontrant mon hôpital, donc les gens, les responsables de l'hôpital, je remercie Martin Laure, le directeur général, qui depuis 1 an a vu vers où le gouvernement s'en va, vers la société s'en va, a monté le niveau de préparation, a fait une évaluation dans le réseau de la santé des services sociaux de la région de Thetford pour s'apercevoir qu'il y a une inégalité dans la prestation de services, comment monter la préparation et comment arriver à la fin à donner le meilleur service dans les circonstances du choix qui est fait par l'individu qui vit cette période-là. Le projet de loi retient un élément, un volet de la consultation et de l'encadrement, c'est-à-dire la fin de la vie. Il y a 2 aspects principaux, parce qu'on pourrait dire, on lit la loi, on ne voit pas qu'est-ce qui a changé. On est tous d'accord au fait que l'hôpital est mieux organisé, que l'encadrement est mieux fait, qu'il y a une commission qui établit dans quelle façon ça va se passer, le consentement à la personne de façon mieux éclairée. On comprend tout ça parce que quand on arrive là, même quand il n'y avait pas de loi, M. le Président, puis qu'on se retrouvait dans la décision d'avoir à débrancher notre mère ou notre père ou d'avoir à pu lui donner les soins de traitement actif pour passer dans une phase où la maladie va l'emporter sur la personne,
il y a bien des discussions de famille, puis il y a autant de décisions qu'il y a d'enfants, puis on n'est jamais préparé. J'entendais mon collègue tout à l'heure en parler. On ne se prépare jamais aussi bien à mourir qu'à vivre, et c'est normal. La phase accélérée dans laquelle ça nous plonge, chacun n'y met pas tout le même temps. Puis à la fin, quand on a une décision aussi forte à prendre, est-ce que j'arrête sa vie? Est-ce que je prends l'acte? Est-ce que je mets sur mes épaules le fait de cesser le traitement? Là, toutes les questions, ta vie est remise en question. Alors moi, je partage beaucoup tous les objectifs de la loi, mais je me suis posé la question dans ma propre vie et dans celle, dans les commentaires recueillis par les autres. J'ai un peu migré là-dedans, à savoir que pour les soins palliatifs, je suis complètement d'accord. La mise à niveau doit se faire au Québec. On doit-on atteindre, avoir un niveau à 80-90 % un peu partout dans les établissements du domicile jusqu'à l'hôpital pour adresser la question qui est dans le projet de loi. Et qu'est-ce qu'il y a de changement dans le projet de loi 52? Bien, c'est la chose suivante. Jusqu'à maintenant, quand on est malade, qu'on a un médecin favorable, qui regarde, l'équipe de soins s'occupe bien de la personne, on voit que comme l'appréciation de la douleur elle est personnelle, on voit qu'avec certains protocoles, quand c'est bien connu, compris et appliqué, on peut donc diminuer la souffrance des personnes, mais ce faisant, la médication viendra donc faire d'autres dommages collatéraux, c'est-à-dire souvent des dépressions respiratoires. On voit qu'au niveau des reins, ils vont cesser de fonctionner. La personne va accepter de ne plus être alimentée, hydratée, ce qui veut dire que tous ces systèmes vont faire en sorte qu'on va comme atteindre un niveau de saturation dans notre corps, de toxicité qui va faire en sorte qu'on va décéder. Mais la différence dans le projet de loi sur l'aide médicale à mourir, il y a deux éléments importants, la sédation palliative terminale et l'aide médicale à mourir. Sédation palliative terminale, c'est un élément important à donner, en général salarié. C'est-à-dire dans les circonstances où la douleur ne peut pas être calmée, après avoir expliqué à la personne qu'on ne veut pas qu'elle souffre, on va donc la placer dans ce qu'on appelle un coma, qui va faire en sorte que ce sera donc définitif. Elle ne se réveillera plus. Elle n'aura plus cette période de phase éveil, phase endormie. On va la placer dans une phase qui va l'emmener à la fin de sa vie, sachant que la maladie aura gagné, mais elle n'aura plus connaissance et elle souffrira plus. C'est souvent la décision qui est faite parce qu'on voit la personne souffrir et la médication régulière ne pallie pas à ça. Donc, c'est un élément important et le monde en général sont d'accord avec ça. Quel est l'élément nouveau de ce projet de loi-là? C'est l'aide médicale à mourir. Puis quand on veut l'exprimer le mieux possible dans mes consultations, ce que j'ai pu faire, c'est l'aide médicale à mourir, c'est assez simple. Puis je pense qu'il faut l'exprimer comme ça. À un moment de ma vie où est-ce que je remplis les conditions, puis je tiens à le rappeler, là, c'est des personnes majeures, c'est des personnes qui ont un diagnostic, un déclin avancé irréversible. Donc, avancé irréversible, ce n'est pas la journée qui dit « Hey, M. Lessard, vous avez telle maladie. » Donc, ça, en général, ça meurt. Puis là, je me retourne et je dis « Ah, bien, c'est là que je veux mourir. » Donc, il y a quand même une phase, il y a donc un espace-temps, il y a une condition qui se détériore. Elle éprouve des souffrances physiques ou psychiques constantes. Donc, ça se peut que donc, c'est pas que ça se peut, mais il précise bien, le projet de loi, que l'évaluation de la douleur et de la souffrance c'est une évaluation personnelle. Ce n'est pas ce que généralement on écrit dans les livres. Que quand une personne a le cancer des os, en général, c'est aux 3 heures qu'on donne la médication, aux 2 heures, etc. Il arrive cette phase où l'évaluation personnelle fait en sorte, t'as beau me le donner aux 2 heures, ça me soulage pas. Je souffre. Et là, je le veux au besoin, donc ce qui sera indiqué par la suite. Donc, la différence, puis pour bien expliquer à la population qui m'écoute de Lotbinière et de Frontenac, c'est que le projet de loi dit maintenant, dans ces circonstances, sachant qu'il me reste 3 jours, 3 mois ou 3 semaines, sachant que la maladie va m'emporter, je prends la décision personnelle de mettre fin immédiatement à ces semaines qui peuvent m'appartenir en demandant à un médecin
de m'aider à mettre fin à ma vie, à cesser tout traitement. Donc, je vais lui demander d'intervenir dans mon parcours pour que cesse immédiatement et dans les quelques minutes qui vont suivre son passage, puis je l'exprime comme ça, je suis assis avec ma conjointe, je connais qu'il me reste 3 heures, 3 jours ou 3 mois à vivre, je suis dans des circonstances exprimées par le projet de loi, j'ai fait ma demande au médecin qui est consentant et qui établit bien que je suis dans les critères, après m'avoir évalué, que je suis bien consentant, donc je suis bien orienté dans le temps, ma décision, elle est éclairée. Je lui demande de m'administrer la charge finale. Donc, il va aller voir un autre médecin, il y a un protocole bien établi, pour voir si tout a été respecté. L'hôpital est avisé. Il y aura un rapport de ça. Et dans cet après-midi-là, M. le Président, je suis assis avec ma conjointe, les enfants sont en entour de moi, puis je dis au médecin maintenant, c'est le temps. C'est dans les minutes qui suivent que je veux que ça termine. Et le médecin aura l'autorisation et le matériel nécessaire pour m'administrer une dose qui va mettre fin immédiatement à ma vie et à mes souffrances. C'est ça, le grand changement. Puis par la suite, il y a l'équipe qui ramasse, puis qui passe à une autre phase, funéraire, etc. Il y a un changement significatif dans la fin de la vie qui est déterminé par lui qui souffre et qui est administré par un spécialiste de la médecine. Bon, vous allez me dire, tous les médecins ne voudront pas le faire. Il y aura toujours des médecins qui veulent le faire. J'ai rencontré l'équipe qui était contre, en passant. Il y a des gens qui disent on est contre tout, etc. J'ai rencontré du monde qui était pour tout. Mais quand il arrive à la fin de la loi, s'il y avait un article là-dedans qui est un changement majeur, là, on aura beau dire, ils vont être poursuivis parce que c'est criminel, c'est de l'euthanasie. On se rappelle donc que dans le cas des avortements, dans le temps quand le procureur a décidé de ne plus poursuivre, donc ça n'a pas été un acte qui a été porté donc à des accusations. Je n'embarque pas là-dedans parce qu'on est capable de surmonter ça. Je reste sur l'aspect que lorsque le médecin, que je parlerai de la mort, sera passé, lorsqu'il sera passé à la chambre 323, alors que j'étais dans une chambre de soins palliatifs, les minutes qui vont suivre, à sa sortie, je serai décédé. Et c'est le changement fondamental qui est au cœur de cette loi-là. J'ai migré, M. le Président. Au commencement, je me disais pour tout cet accompagnement-là. Mais à la fin, quand je regarde le moment précis et le niveau de préparation, je dirais même des hôpitaux, qu'on penserait que c'est eux autres les plus préparés, ils n'en sont pas rendus là. Ils ne sont pas rendus là, même que, lors de mes consultations, les médecins pensaient même que ça pouvait être un acte délégué. Ils pensaient même qu'on pouvait déléguer ça à l'infirmière responsable ou l'infirmier responsable du département. J'ai dit non, c'est inscrit dans la loi, c'est le médecin qui l'administre. Puis c'est pas lui qui l'administre. L'organisation de l'hôpital aura à trouver un autre médecin pour administrer la charge létale. Puis je pourrais toujours changer. Je pense que le projet de loi, il est bien fait, il est bien expliqué. Il y a des définitions à savoir, qu'est-ce que tu me donnes que je meure tout de suite? On peut se poser la question. Est-ce que c'est comme ailleurs? D'autres préoccupations que j'ai sur la fin de la vie, est-ce que c'est proche de l'euthanasie, M. le Président? On pourrait peut-être le dire. Ça vient de la personne, dans des conditions particulières. Je n'embarquerai pas sur ce volet-là. Toutefois, je devrais, à cette étape-ci, me prononcer. Je serai contre cet aspect-là à ce moment-ci. Je pense qu'on n'est pas rendu là. Il y aura d'autres. Je pense que sur les soins palliatifs, on aura à mettre à niveau les soins palliatifs au Québec, à mieux expliquer ce volet-là. Je ne dirais pas de le tester parce que tu ne peux pas faire un projet pilote là-dessus, là, en disant on va en administrer dans 6 régions du Québec, puis on va voir comment ça marche. J'ai entendu des débordements, à savoir qu'on pourrait même l'offrir aux personnes inaptes. Je suis complètement contre, M. le Président. Déjà, la question qui est adressée est une question difficile, mais pour l'instant, à cette étape-ci, et dans mon cheminement avec ma population,
Je devrais donc me prononcer contre cet aspect-là, ce que le chef de notre formation politique nous a autorisé à donc prendre une décision selon notre conscience. Merci, M. le Président. Oui. Merci, Monsieur le député de Lotbinière-Frontenac.